C'est vrai que la question en fait de l'autre s'est toujours posée, se pose toujours par rapport à une définition, par rapport à soi. On est soit contre les autres, on se définit soi par rapport aux autres, d'une manière générale. Et ça c'est un premier point, ce qui fait que justement on peut se définir soi dans une opposition aussi aux autres, et l'autre peut de ce point de vue être dévalorisé en tant que tel. Donc là c'est plutôt la définition quelque part de l'ennemi qui va apparaître. Et ce que l'on peut s'apercevoir par rapport aux questions coloniales, c'est que justement, il y a eu beaucoup la définition aussi de l'Europe, la chrétienté en fait, par rapport aussi aux territoires musulmans en général, et en particulier par rapport aux territoires, ce qu'on appelait les territoires barbaresques au départ. Donc les barbaresques, c'est une manière de voir aussi, de considérer finalement l'autre comme étant quelqu'un qui est moins civilisé, quelqu'un voilà, qui est plus proche du barbare et qui n'a pas une structuration politique, sociale comme la nôtre et la rigueur même pas très développée, on pourrait dire. Et c'est un petit peu sur ce fond-là aussi que la question de la colonisation s'est faite, puisque les Européens, les Français, donc, voyaient aussi le territoire maghrébin comme étant avant tout par rapport aux côtes, avec des ports, des choses comme ça, et évidemment occupé par des pirates. Et l'intérieur des terres, par contre, était voilà, un territoire sauvage en tant que tel. Voilà, non maîtrisé, non maîtrisable. Et donc c'est un petit peu sur cette manière de considérer les choses que la colonisation s'est faite au fur et à mesure. D'abord la conquête en tant que telle, et puis évidemment la conquête à l'intérieur des terres. Et pendant longtemps, c'est posé la question finalement aussi de qu'est-ce que les Français font un petit peu de ces conquêtes-là. Est-ce qu'ils restent, est-ce que l'on reste, est-ce que l'on part. Et finalement, c'est la décision de rester, évidemment, qui s'est imposée. Et si l'on reste, est-ce que l'on reste de manière simplement dans certains points du territoire pour prendre le contrôle un petit peu aussi des ressources, ou est-ce que l'on va véritablement à l'intérieur des terres et qu'on cherche à tout contrôler? Finalement, c'est cette dernière option qui a été choisie. Et pour le coup, en fait, il y a eu une volonté au départ très ambiguë, et même qui a été assez loin, c'est-à-dire avec une volonté, le terme a été employé, d'exterminer donc la population. Au bout du compte, il n'y a pas eu de génocide en tant que tel perpétré pendant la colonisation. Il y a eu beaucoup trop de gens, de personnes d'une part, et puis il y avait beaucoup de personnes qui habitaient, et puis évidemment il n'y a pas eu une volonté systématique de tuer les gens. Par contre, il y a eu des massacres qui ont été perpétrés de manière importante. Et là, en fait, on s'aperçoit dans les termes qui ont été utilisés, donc cette volonté d'extermination, elle était quand même présente, hein, de tuer largement. Et par exemple, il y avait des expressions qui ont été utilisées par certains militaires comme fumer-les comme des renards. Et donc c'est quelque chose, ici, on a toujours dans la définition finalement avilissante de l'autre, cette volonté d'animalisation. De prendre des images en fait, qui sont propres à l'animal, ou bien même à la chose. Et donc, plus on animalise, plus on dégrade l'autre, plus on peut facilement le tuer. Et c'est ce qui s'est passé aussi justement pendant toute cette durée de la conquête coloniale, jusqu'en 1847 avec Abdelkader, et puis après évidemment aussi en Kabylie et dans les Aurès. Donc voilà pour cette dimension de conquête en tant que telle. Comment l'autre a été complètement dévalorisé en tant que tel. Et quelque part, c'est quelque chose qui s'est aussi inscrit dans une conception un peu durable des choses tout au long de la colonisation. Même s'il y a eu des périodes finalement où l'autre a été beaucoup mieux considéré. Je pense par exemple aussi à la période sous Napoléon III, et en particulier avec une personne comme Ismaël Urbain. Ismaël Urbain, lui, qui était justement quelque part aussi un autre, qui était dans cette forme d'altérité. Ismaël Urbain, c'était quelqu'un qui était d'origine guyanaise, qui était issu d'une famille d'esclaves qui avait été affranchi en tant que tel, et il était métis. Et donc après, il est venu en France métropolitaine, et puis il est parti en Égypte,
avant de revenir à nouveau en France. Et en France, il s'est rapproché de Napoléon III. Et il est même devenu son conseiller, et il s'est installé, son conseiller pour l'Algérie, et il s'est installé même en Algérie. En Algérie, justement, il s'est aussi marié avec une Algérienne. Il s'est converti à l'islam. Donc il a pris aussi les éléments de cette altérité pour en faire les siens, en quelque sorte. Et ça a amené en fait aussi à l'opposition des colons vis-à-vis de lui. Ça, c'est de manière tout à fait intéressante. Et justement, lui aussi, ce qu'il voulait, c'était quelque part, finalement, que l'Algérie appartienne aux Algériens. Voilà, et qu'il y ait au moins une forme aussi d'égalité entre les uns et les autres en Algérie. Et du coup, en fait, dès ce moment-là, il a existé des blocages qui ont fait qu'il n'y a pas eu cette dimension de reconnaissance de l'altérité. Et au bout du compte, c'est quand la Troisième République s'est imposée, au contraire, c'est même la différenciation en fait entre les peuples s'est inscrite même dans la loi en tant que telle. Puisque d'une part, on a eu autour évidemment Jules Ferry qui a été ministre de l'Éducation, mais qui a été également ministre des colonies, considérait lui qu'il y avait un devoir de civiliser les peuples inférieurs. Donc il y avait bien cette notion d'infériorisation des autres qui était présente. Et à peu près à la même période, en fait, ce qui s'est passé en Algérie, c'est qu'il y a eu le code de l'indigénat qui s'est mis en place. Donc le code de l'indigénat, ça a été de considérer finalement que l'autre était nécessairement inférieur. Ça s'est inscrit dans la loi et il y a eu toute une forme en fait de législation qui s'est imposée et qui a légiféré en quelque sorte, qui a montré, inscrit dans la loi, dans les statuts même des gens, qu'il y avait des personnes qui étaient inférieures. D'ailleurs, les indigènes étaient des sujets français, ce n'étaient pas des citoyens. Et donc ça c'est quelque chose qui a mis beaucoup de temps en fait à s'imposer en tant que tel, puisqu'il faut attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que les Algériens musulmans deviennent des citoyens en tant que tels. Et encore, à cette période-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été considéré comme étant des citoyens de seconde zone. Ils étaient non pas des Français à part entière, mais des Français musulmans. Donc il y a toujours eu cette volonté en fait de différencier les personnes, différencier les uns des autres. Et donc tout le long, en fin de compte, de la colonisation, il y a eu toujours cette différence qui s'est inscrite, qui a été montrée. Différence qui était plus importante au départ, qui s'est réduite au fur et à mesure, mais qui a toujours été présente. Et évidemment, dans le fonctionnement même social aussi, c'est quelque chose qui a été présent. Ça ne veut pas dire que tout le monde était raciste, ça ne veut pas dire que tout le monde a pensé les différences. Il y avait aussi, il faut le souligner, il y avait aussi des relations d'amitié qui ont existé, très fortes, très puissantes. Et donc, certaines personnes se considéraient véritablement, quand bien même elles appartenaient à des origines différentes, sur un pied d'égalité. Ce qui a abouti aussi au fait que pendant la colonisation, mais pendant la guerre de décolonisation aussi, des personnes se sont finalement rapprochées de l'autre, ont désobéi par rapport à l'autre. On a, ne serait-ce qu'en Algérie par exemple, les Français libéraux. Les Français libéraux, eux, étaient favorables, sinon au dialogue et à l'égalité, on va dire au maximum à l'indépendance aussi algérienne. Donc c'est quelque chose qui a été vraiment très important de ce point de vue-là, quitte justement à désobéir. Et donc là, on a eu des phénomènes de désobéissance qui se sont déroulés, de rapprochement avec l'autre en tant que tel, jusqu'à même prendre les armes pour libérer l'Algérie. Parce que, en considérant justement que la lutte des Algériens était une lutte qui était totalement légitime, justement pour accéder pleinement à la liberté, à l'égalité, au droit en tant que tel. Et donc ce mouvement-là aussi, c'est quelque chose qui a été un petit peu théorisé quelque part par Francis Janson. Francis Janson, c'était un philosophe qui était un porteur de valises. C'est-à-dire que lui, métropolitain, français métropolitain, a considéré justement qu'il fallait venir en aide aux Algériens pour qu'ils obtiennent leur indépendance. C'est ce qu'il a mené. Et donc il a créé des réseaux clandestins qui ont lutté en faveur de l'indépendance algérienne. Il y en a eu à Lyon notamment aussi, avec des figures célèbres, notamment Jean-Marie Beuglin par exemple, qui était
acteur de théâtre et qui était même metteur en scène également. Et donc, ce sont des personnes qui, au bout du compte, se sont rapprochées de l'autre en tant que tel. Francis Janson disait que justement, la désobéissance, c'était ça aussi. C'était quelqu'un qui prenait un risque pour construire un pont entre les communautés. Et donc c'est ce que lui cherchait à faire aussi, c'est-à-dire que en allant vers l'autre aussi, il prenait un risque en tant que tel, mais pour aller aussi vers plus d'humanité, se rapprocher de l'autre et grandir de ce point de vue-là en tant que tel. Pour lui, c'était aussi cela désobéir, c'est prendre ce risque-là, justement, de se rapprocher de l'autre. Voilà.